le petit mot d'intro. Alors déjà, merci à toutes et à tous. Donc, Jean-Baptiste Drouet, je travaille au MEDEF Pays de la Loire, plutôt sur les questions emploi, formation, compétences, mais j'anime également notre commission engagement sociétal et RSE avec Jean-Paul Chapron qui va se présenter, qui est coprésident, et Daniel Robin, qui est sur la Vendée et qui est au conseil de surveillance du groupe Érige et ancien président du MEDEF Vendée. Donc, merci à tout le monde d'être présent ce matin pour ce webinaire sur la décarbonation des entreprises. Je laisserai Jean-Paul s'exprimer sur nos enjeux par rapport à ces questions de transition écologique, environnement, énergétique, sur notamment la trajectoire carbone. Je remercie aussi certains membres de notre commission qui sont présents ce matin. Puis je voulais également remercier à la fois Mission Change comme partenaire, qui va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail, à la fois sur le parcours, les enjeux par rapport au climat et puis surtout les actions concrètes qu'on peut développer avec vous. Donc l'idée ce matin, c'est que vous ayez un certain nombre d'informations, d'éléments sur le cadre général de la décarbonation, mais surtout qu'on puisse échanger avec vous sur les actions concrètes, ce qu'on peut mettre en place sur les territoires au niveau de la région. Et je remercie aussi les relais, à la fois les MEDEF territoriaux qui ont passé l'information. Je sais qu'il y a des entreprises, notamment sur Anjou, la Vendée et la Sarthe qui sont présentes. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir l'ensemble des territoires au niveau de la région et puis aussi les branches professionnelles qui participent et voir. C'est un webinaire pour poser le cadre et commencer à échanger, mais ça ne s'arrête pas là. L'idée, c'est de voir plus loin comment on pourra aller sur des actions vraiment concrètes et un accompagnement, notamment par filière, puisque on va le voir tout à l'heure, le sujet décarbonation ne se pilote pas forcément de la même façon, quoi qu'il y a des liens, mais il faudra peut-être avoir des approches par branche professionnelle, par métier et aussi de proximité par territoire. C'est ces sujets qu'on veut aborder aujourd'hui en fin de webinaire, après avoir posé le cadre et les enjeux. Donc, je ne vais pas être trop long. Je serai également maître du temps par rapport aux interventions. L'idée, c'est que ça soit aussi participatif. Donc, on laissera des temps d'échange, questions-réponses pour les inscrits. Concernant un peu les règles webinaires sur le côté technique, l'idéal, c'est que tout le monde coupe ses micros quand il n'y a pas d'intervention. Sinon, ça peut faire du larcène ou du brouhaha, donc il faut absolument couper les micros. N'hésitez pas à utiliser également le mode réaction. En bas de votre écran, vous avez une option lever la main pour si vous voulez prendre la main plutôt dans les temps échange. Et puis également une partie discussion pour poser vos questions dans le chat. Je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Paul Chapron pour la commission RSE Engagement Sociétal du MEDEF Pays de la Loire. Mission Change se présentera pour Christiane et Caroline juste après Jean-Paul. Donc Jean-Paul, si tu es présent avec le micro ouvert, je te laisse la main. Merci Jean-Baptiste pour ton introduction et merci à vous tous d'être présents. Un grand merci aux intervenants, Monsieur Morisot, Monsieur Suire, de consacrer du temps à ce sujet. Et puis, merci parce qu'on en a vraiment marre des webinaires et je pense que c'est de plus en plus dur. Il est temps que ça s'arrête. Alors, je prêche contre ma paroisse parce que je suis un dirigeant d'entreprise du digital, du numérique. Et heureusement, quelque part, qu'on a ce type d'outils pour continuer à travailler, mais ça remplace quand même pas le présentiel et il est grand temps, parce qu'on voit un phénomène d'essoufflement arriver. Donc, c'est encore plus remarquable que vous soyez présents parce que voilà, c'est de plus en plus dur de mobiliser sur des webinaires les différents interlocuteurs. Donc, comme vous l'avez compris, je préside une ETI qui est une entreprise de services numériques, un cabinet d'expertise numérique, on va dire, dont le siège est à Nantes, et très impliqué au niveau de ma fédération professionnelle. Je suis également, par le fait, membre du conseil d'administration du MEDEF Pays de Loire et président, comme l'a dit Jean-Baptiste, de cette commission importante, engagement sociétal et RSE. Cette commission, elle a un objectif simple, c'est vraiment de sensibiliser, d'aider, d'accompagner les entreprises et plus spécifiquement les PME, qui sont peut-être qui ont le plus besoin d'aide justement dans leur transition écologique, transition numérique et sociétale. Donc, pour ce faire, on s'appuie sur un certain nombre d'acteurs. On a la chance dans cette région Pays de Loire d'avoir un écosystème extrêmement riche sur le sujet, à travers des associations comme Mission Change, mais comme le Comité 21, comme FAS avec qui également on travaille. Donc, on n'a pas l'objectif de se substituer à tout ce que font ces associations et organismes,
mais justement à travailler avec eux, à fédérer, à faire savoir, à faire connaître à travers des événements tels que celui que l'on fait en ce moment. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Sachez que sur le sujet, j'en dirai pas plus sur ce sujet-là. J'ai quand même quelques mots à partager avec vous. Évidemment, cette commission en Pays de Loire travaille en lien étroit avec le national, le MEDEF national, et notamment la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale et Développement Durable, qui sont animées par Aziz Seni et Laurence Rouget de Crivel à Paris, avec un MEDEF national qui est de plus en plus proactif sur ces sujets, notamment de la transition écologique. On ne fera pas cette transition écologique sans les entreprises. Et en tout cas, un récent sondage IFOP où 1200 Français ont été interrogés le disent à 70%. Et 70%, 7 Français sur 10, pensent que la croissance économique n'est pas opposable à la transition écologique, mais complémentaire. Alors évidemment, quand on parle de croissance économique, croissance d'entreprise, on parle maintenant plus de croissance durable, ou pour dire plus simplement, de faire peut-être mieux et différemment. Ça, c'est une nécessité absolue. Mais en tout cas, le débat, le vieux débat croissance, décroissance, n'est plus vraiment un sujet. Pour aussi 70% des Français, vous avez tous entendu parler de la collapsologie, la décroissance, etc., les théories de la décroissance. Je crois que ce n'est pas le sujet. En tout cas, c'est ce que nous disent 70% des Français. Et c'est important. Donc, évidemment, le MEDEF, on porte la notion de croissance pour pouvoir développer les entreprises, mais croissance différente. Alors, pour ce faire, il faut évidemment produire décarboné. C'est l'objet du webinaire de ce jour. Mais produire décarboné, qu'on le veuille ou non, ça coûte plus cher. Ça prend du temps, et du temps, on n'en a pas. Donc, je suis assez brut quand je dis ça. Mais effectivement, on a un sujet autour du réchauffement climatique, où on a augmenté notre température, enfin le climat de 1,1 degré. Vous savez que les accords de Paris, c'est entre 1,5 idéalement, maximum, grand maximum 2 degrés en 2050. On doit, au niveau des entreprises, viser 2030. Alors peut-être pas pour être en net zéro, en carbone neutre, en 2030, mais on doit avoir un objectif en 2030 parce qu'il y a clairement un phénomène d'emballement. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore prendre le lead sur le réchauffement climatique. On a encore la main, peut-être pas pour très longtemps, mais on a cette possibilité de garder le lead ou de prendre le lead. Peut-être pas le garder, de le prendre. La France a baissé en 2020 de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors certes, on a été, entre guillemets, aidé par la pandémie et la crise que l'on vit, mais par contre, on a diminué son empreinte carbone que de 11%. Donc vous comprenez que les importations, c'est à cause des importations, en effet. On va parler aujourd'hui de taxes carbone aux frontières européennes, évidemment. Il est important de les mettre rapidement en place, et c'est ce que prône le MEDEF, et le MEDEF use de son pouvoir d'influence au niveau national et au niveau européen pour pouvoir avancer sur ces sujets. Parce que vous comprenez que, pour dire différemment et assez clairement, produire en France, c'est produire plus vert que produire dans d'autres pays dans le monde qui n'ont pas tout à fait les mêmes normes que nous. Donc, c'est important de mettre en place cette taxe carbone aux frontières, et effectivement, le MEDEF le prône très clairement. On doit aussi travailler, et c'est partie des sujets sur lesquels le MEDEF travaille, sur le prix du carbone. Le prix du carbone, qui pour l'instant a un prix extrêmement bas, est absolument pas incitatif pour que les entreprises investissent et innovent dans des procédés de développement, de fabrication, des processus qui soient green. Et pour ce faire, on doit travailler sur un référentiel commun. C'est le travail que mène Pascal Canfin et au niveau de la Commission européenne en tant que président de la Commission développement durable et transition écologique, la fameuse taxonomie dont je crois que le sujet va être abordé aujourd'hui, sur ce qui est vert ou ce qui n'est pas vert, mais plus largement sur ce qui contribue à produire plus vert. Parce que cette taxonomie, elle doit être évidemment, c'est pas évident pour tout le monde d'ailleurs, mais elle doit être évolutive et dynamique. Là, je pourrais citer plein d'exemples pour l'importance de ce sujet. Mais au moins, je dirais, le Covid nous a appris une chose, finalement, malheureusement, j'ai envie de dire, mais nous a appris une chose, c'est qu'on pouvait changer très vite. En un an, en moins d'un an, en quelques mois, on a basculé du tout au tout sur des modes de fonctionnement différents. Quand on veut, on peut. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous savez que le coût de l'inaction serait beaucoup plus cher que le coût de l'action sur le sujet. C'est fondamental de bien comprendre ça.
Vous savez aussi que la planète vit au-dessus de ses moyens depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, hein, au moins les années 60 ou 70, et qu'à l'heure actuelle, en août, au mois d'août, on a consommé plus de ressources que ce que la planète régénère. Donc, voilà. Et en décembre, c'était il y a 40 ans, c'était en décembre. Donc, on vit clairement au-dessus du moyen. Donc, si on descend un petit peu en région, au MEDEF Pays de Loire, on a travaillé sur environ une cinquantaine de propositions qui vont être dévoilées début juin et transmises aux candidats pour les élections régionales, dont un certain nombre sont issus des commissions, du travail des commissions, et donc un certain nombre sont clairement directement liés à la RSE et la transition énergétique. On a une ambition forte au MEDEF Pays de Loire, portée également et qu'on va réaffirmer auprès des candidats sur le fait que la région Pays de Loire, on porte l'ambition d'avoir une région à énergie positive en 2050. Si je fais un parallèle avec les entreprises, d'être une région contributive qui va au-delà du net zéro, du carbone neutre, qui sera voilà, une région à énergie positive. Donc 2050, ça peut paraître loin, ça vient très vite, et c'est pour ça que nous disons au MEDEF qu'il faut aussi viser et avoir déjà un point de passage important, ambitieux, à 2030. Voilà ce que je voulais dire. On a donc un MEDEF que peut-être vous connaissez moins sous cet angle-là, mais qui est extrêmement dynamique, volontariste, proactif sur ces sujets de la transition écologique à travers un centre d'action au niveau national et bien sûr régional, et en lien avec les MEDEF territoriaux avec qui on travaille évidemment pour passer la bonne parole, si je puis me permettre, en tout cas convaincre, et puis aider nos dirigeants qui sont parfois clairement démunis, notamment les dirigeants de PME sur ces sujets. Donc, merci à vous tous de nous accompagner, de travailler conjointement avec nous, ou plutôt que nous, vous nous accueilliez, je dirais, dans vos actions, pour qu'on puisse se coordonner et faire plus ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci pour cette introduction et rappeler effectivement les enjeux et l'engagement du MEDEF sur le sujet. Je vais tout de suite passer la main à Caroline et à Christiane pour une introduction et présenter Mission Change. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce temps de partage. Donc, c'est vrai que les sujets sont vraiment importants et je pense qu'on va partager pas mal de ce que vous venez de dire, Jean-Paul. Donc Mission Change, nous sommes avec vous. On est une association, juste 2 mots pour se présenter. Donc, on est une association qui a été fondée par 4 dirigeants qui sont des patrons de PME et qui se sont posé la question comment est-ce qu'on peut faire notre part dans ce sujet de décarbonation. Et ils se sont dit, finalement, nous-mêmes, pour nos propres entités, on est un peu démunis. On ne sait pas trop par quel bout prendre le sujet. Et donc, ils ont eu l'envie de lancer ce programme et de construire cette association pour aider les dirigeants de PME principalement sur ce chemin de transition écologique. Et donc, on a un certain nombre d'experts dont on fait partie, Caroline et moi, on a embarqué dans l'aventure avec eux pour vraiment mettre en place un dispositif d'accompagnement des entreprises avec vraiment cette raison d'être qui est d'accélérer. Parce que comme vous l'avez dit, 2030, ça va être une première échéance qui va être très, très importante et très ambitieuse. Donc, on a tous cet enjeu par rapport à l'urgence climatique d'accélérer le mouvement. Mission Change, on s'est dit, une des façons de le faire, ça va être de massifier ce qu'on propose aux entreprises et de proposer des programmes en collectif, donc pour pouvoir embarquer vraiment le plus grand nombre le plus vite possible, avec un parti pris d'accessibilité du programme en termes de coûts et puis en termes de technicité pour être dans quelque chose de simple, parce que ce sont des sujets qui peuvent paraître complexes. Un bilan carbone, ça peut être très complexe. Donc, l'idée, c'est d'en faire quelque chose néanmoins d'accessible pour que les PME, les PMI, les ETI puissent embarquer le plus vite possible dans cette trajectoire. Donc voilà, ça c'est la raison d'être de l'association. Donc on est quelques intervenants donc à copiloter ce dispositif. Donc Caroline et moi-même et Cécile Charasson qui est donc une personne sur Bordeaux. On est une équipe en fait complémentaire. Hein. On a une expertise commune qui est bien évidemment les enjeux climat.
et la stratégie d'entreprise, parce qu'on a tous des parcours de nombreuses années au sein des entreprises. Donc, ce sont des endroits que nous connaissons très bien. Et puis donc, Caroline avec une expertise RSE et transition écologique. Peut-être, Caroline, je te passe la parole pour te présenter un petit peu plus. Oui, et très rapidement. Donc, moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine du développement durable et de la RSE en tant que consultante d'abord. Et puis ensuite, pendant 6 ans, j'ai été directrice de la RSE du groupe ERAM. Voilà. Donc, moi, Christiane Génie, donc, je suis plutôt experte en accompagnement du changement. Moi, je suis coach en management et j'ai une trentaine d'années d'expérience dans le monde de l'entreprise. J'ai travaillé 15 ans dans le groupe Danone dans le marketing et l'accompagnement du changement. J'ai été directrice marketing de l'aéroport de Nantes, donc un sujet bien important sur le carbone et donc avec une dimension assez marquée sur, bien évidemment, l'accompagnement du changement qui est une part importante dans ces transitions et puis l'innovation. Et Cécile, qui n'est pas là ce matin, elle a une compétence sur les aspects modèle économique et financier. Voilà, donc on est complémentaires et on accompagne des groupes d'entreprises. Donc on est au démarrage d'une deuxième promotion que nous avons donc initiée la semaine dernière. Et donc on a eu un premier groupe d'une vingtaine d'entreprises entre septembre et mars de cette année. Et puis là, on poursuit et puis on échangera en fin de ce webinaire sur comment est-ce qu'on peut, avec vous, le MEDEF ou les fédérations, continuer à réfléchir pour embarquer le plus grand nombre d'entreprises le plus vite possible. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour dire quelques mots sur Mission Change. En tout cas, un grand merci de nous accueillir. Voilà. On rentre dans le vif du sujet, alors vous gardez la main. Je pense que, voilà, donc bon, là, on disait les enjeux de notre dispositif qui est de faire travailler les entreprises en collectif, peut-être juste un mot, c'est vrai qu'on a fait ce parti pris de faire des groupes pour que les entreprises travaillent ensemble, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile, donc c'est important de se serrer un peu les coudes quand on travaille sur ce sujet-là, on se sent moins seul, et puis bien évidemment, on développe des synergies et des effets de levier. Donc, ce programme de 10 sessions qui a lieu en distanciel pour l'essentiel sur un temps de 6 mois a ce parti pris fort de faire travailler les entreprises ensemble. Voilà, merci Caroline. Si tu veux, je te passe la parole. Je pense qu'on a… Je ne sais pas si on en dit 2 mots. Voilà. Oui, donc le programme, on démarre par un bilan de gaz à effet de serre qu'on fait en partenariat avec Tuvalu. Et puis ensuite, on accompagne vraiment chaque entreprise dans l'écriture de sa feuille de route, sa propre feuille de route, avec ses propres plans d'action, jusqu'à vraiment la mise en mouvement de ses équipes et la mobilisation donc, en interne sur cette feuille de route. Voilà, avec une dimension accompagnement du changement qui peut être importante. Il l'est. Ouais. Voilà. Ok, alors juste peut-être un petit mot par rapport à ce que j'ai dit de moi tout à l'heure sur la présentation. C'est vrai que donc moi, c'est plus de 15 ans que je travaille dans les domaines du développement durable et de la RSE, donc je connais bien ces sujets. Et c'est vrai que mon observation a été que le sujet, on va dire, environnemental est sans doute resté un petit peu le parent pauvre, on va dire, des politiques RSE. Les sujets sociétaux ont plutôt bien progressé dans l'entreprise. Maintenant, la question, effectivement, notamment de la décarbonation, les problématiques liées à la biodiversité sont peut-être plus complexes à première vue pour s'en emparer dans les entreprises. Et ce qui s'explique assez bien, parce qu'on va le voir dans le déroulé de ce programme, les enjeux de décarbonation, quand on veut vraiment mener le sujet véritablement jusqu'au bout, peut potentiellement bouleverser profondément, on va dire, le business model de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois compliqué, très stratégique, mais en même temps extrêmement nécessaire si on veut se préparer effectivement aux enjeux de demain par rapport aux enjeux à la fois climatiques et aussi de résilience et de pérennité, on va dire, des entreprises qui sont peut-être potentiellement très liées aux énergies fossiles. Alors, je pense que je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que, Monsieur Chaffron, vous avez déjà dévoilé une bonne partie des informations que j'avais prévu de présenter, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais avancer assez vite pour finalement zoomer plutôt sur les impacts pour les entreprises, puisque finalement, c'est ça qui importe aujourd'hui. Juste, je remets juste un tout petit… Je passe quand même quelques minutes là-dessus. Ça, c'est une espèce de…
un visuel en fait, qui montre en fait les écarts à la moyenne par rapport à la température moyenne de la Terre année par année. C'est-à-dire chaque trait représente une année depuis le milieu du 19e siècle, donc 1850. Et donc, la température moyenne, vous savez peut-être, est environ de 15 degrés en moyenne. Et donc, quand c'est bleu, c'est que c'est plus froid que la moyenne. Et quand c'est rouge, c'est que c'est plus chaud. Et donc là, le graphique s'arrête à 2018 et on voit bien que sur les 20 dernières années, on est régulièrement, effectivement, plus chaud que la moyenne. Donc, le réchauffement climatique est déjà là. Et ce réchauffement climatique se traduit d'abord par un dérèglement climatique dont on peut quand même en observer assez vite les effets dès à présent. Et comme l'a dit M. Chaperon, le réchauffement aujourd'hui s'accélère. On le voit là aussi avec cette notre façon de présenter les choses. On voit bien qu'on est sur une tendance exponentielle. On a déjà dépassé le 1 degré effectivement de réchauffement. Alors ça peut paraître faible, 1 degré, mais en réalité, les effets visibles sont déjà là au vu notamment des feux de forêt, des sécheresses, des inondations. Et tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'on a baissé effectivement nos gaz à effet de serre en France là, du fait du Covid, mais en réalité, au niveau mondial, et ce qui a été diminué, entre guillemets, grâce au Covid, a été compensé en négatif lié aux feux de forêt. Il y a eu tellement de feux de forêt partout en Australie, etc., même en Sibérie, que ça a réémis du carbone. Donc, finalement, la somme est assez nulle. Donc, on est de toute façon engagé dans cette accélération. Et comme disent les scientifiques, chaque dixième de degré compte désormais. Et ce graphique est assez intéressant parce qu'il montre à quel point tout se joue maintenant, j'allais dire. Si vous regardez bien, là, toutes les courbes se superposent. Ce sont jusqu'à maintenant, jusqu'à peu près 2020, ce sont différents scénarios émis donc, par le GIEC et qui montrent que si on ne fait rien, si en fait on laisse les choses faire telles qu'on les fait aujourd'hui, si même on accélère d'ailleurs toujours, et ce qui est le cas, hein, nos émissions de gaz à effet de serre, on s'achemine vers la courbe rouge qui pourrait nous emmener à la fin du siècle jusqu'à 7 degrés d'augmentation, ce qui est absolument considérable et pour lequel en fait on ne sait pas très bien quelles seraient à ce moment-là les conditions de vie sur Terre, très clairement. Hein. Voilà, pour toutes les espèces dont nous. Voilà. Donc, c'est à la fois lointain et en même temps extrêmement proche parce que ce qui est à observer sur ces scénarios, c'est que finalement, tout se joue dans les 10 ans à venir parce que quand vous regardez les courbes, on voit qu'elles divergent à partir de 2030 parce qu'il y a un effet d'inertie au climat. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on émet aujourd'hui, ça va pas changer tout de suite. Si même on diminuait maintenant, le climat est déjà joué pour les 20 ans à venir en réalité. Donc, ce que l'on fait maintenant, c'est pour notamment la deuxième partie, notamment du 21e siècle. Et donc, évidemment, l'idéal est de rester effectivement au niveau de la courbe bleue et donc de prendre ce chemin de la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre dès à présent. Et on nous dit 3000 jours effectivement avant que ce soit irréversible, puisque du fait de cet effet d'emballement, une fois qu'après c'est parti, il y a des courbes de rétroaction qui fait que chaque phénomène accélère le précédent. Voilà. Donc on a encore le temps d'agir, mais le temps est compté. Voilà, clairement. Voilà, bon, ça, c'était une petite illustration pour aussi montrer qu'on va être de toute façon, nous, impactés en France. Hein, ça, c'est une projection qui avait été faite l'année dernière, si vous regardez les températures là, par Météo France, qui montre que dès 2050, on pourrait atteindre des températures à plus de 50 degrés en France et plusieurs jours consécutifs, ce qui fait que le corps aura vraiment du mal à s'adapter. Hein, il faut être lucide là-dessus. Voilà, et donc, et autre phénomène aussi qui est montré dans ce document, c'est notamment la carte du monde là, qui montre que avec un monde à plus de 4 degrés, il y a toute une partie du monde, notamment autour de l'équateur, qui va connaître un stress hydrique extrêmement important, donc avec des pénuries d'eau, et de sécheresse qui font que, vous savez bien, sans eau, il n'y a plus de vie sur Terre, hein, il n'y a plus d'agriculture, etc. Et ça, vous voyez bien toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment au niveau migratoire potentiellement. Voilà un peu le tableau. Alors, il est forcément extrêmement anxiogène, mais d'un autre côté, on ne peut pas faire l'impasse de ne pas
connaître ces informations, parce qu'après, quand on sait, on sait. Voilà. Et quand on sait, on se met aussi en mouvement. Et donc, tout doit être fait, ce que nous dit l'accord de Paris, le fameux Scope 21, pour rester justement en dessous de ce seuil de 2 degrés. Et ce que montre le graphique, là, c'est en fait la baisse qu'il faut entreprendre à partir de 2020 pour tendre vers le net zéro dont parlait M. Chaperon, c'est-à-dire de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre est capable d'absorber. Voilà. Et cette neutralité carbone, c'est 2050 avec un seuil très important à 2030, qui a été rehaussé d'ailleurs par la Commission européenne. L'objectif au départ, c'était 40% en 2030. Et comme on n'est pas sur la bonne trajectoire, l'objectif, c'est à peu près 55% en 2030, ce qui voudrait dire de diminuer de 7% à peu près par an nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui s'est produit là pendant le Covid. Vous voyez un peu le coup de frein économique que ça a eu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement aller vers la décroissance, c'est qu'il faut faire différemment et le plus vite possible. Autre information, mais que du coup a été aussi évoquée, c'est évidemment cette diminution de nos gaz à effet de serre se traduirait, on va dire, par une division par 6 en moyenne pour nous, Français. Donc l'idée, c'est de passer de 11 tonnes, c'est notre empreinte à peu près moyenne, à 2. Et en fait, une bonne partie, effectivement, et c'est ça un des gros enjeux, et c'est là où ça concerne aussi beaucoup les entreprises, c'est que plus de 50%, 57% exactement, de notre empreinte carbone est liée à nos importations. Donc, quand bien même au niveau du territoire national, on baisse, et c'est le cas, nos émissions de gaz à effet de serre, en réalité, notre empreinte moyenne de Français ne baisse pas parce qu'en fait, une bonne partie de nos émissions proviennent de nos achats en dehors de nos frontières. Et c'est là, on va le voir notamment, et c'est ça tout l'enjeu, et notamment pour les entreprises, parce qu'évidemment, une bonne partie des approvisionnements se font aussi en dehors du territoire, une bonne partie des process de fabrication se font en dehors du territoire. Et donc, quand on est sur des pays qui ont des mix énergétiques fortement carbonés, comme c'est le cas pour la Chine, par exemple, ou la Pologne, etc., naturellement, ça impacte globalement, on va dire, le bilan carbone de vos produits. Voilà. Alors, autre point important, on fait souvent sous forme de quiz et de devinettes. On demande souvent aux entreprises avec lesquelles on travaille quelle est la part de cet effort à faire dans la diminution des gaz à effet de serre et quelle est la part notamment des entreprises. Et bien souvent, beaucoup pensent qu'une bonne partie des efforts de changement pour diminuer, on va dire, la courbe, c'est plutôt des efforts individuels. Tous nos gestes perso, dans nos choix de transport, de mode de consommation, de l'isolation de nos maisons, etc. Oui, évidemment, ça compte. Et d'après le cabinet Carbone 4, là, qui a fait ce calcul, ça représenterait en réalité un quart de l'effort à faire. Et les 3 autres quarts, c'est principalement les actions collectives, à la fois des entreprises, des acteurs économiques et des décisions publiques, de l'État et des collectivités. Donc, les entreprises ont évidemment un rôle extrêmement important à jouer dans leur périmètre, leur secteur d'activité, leur territoire. Effectivement, la transition écologique ne se fera pas sans le monde économique, clairement. Bon, un petit mot très vite pour dire aussi qu'en même temps, c'est une transition, on parle écologique et énergétique parce que l'énergie est le carburant de l'économie. Sans énergie, toutes nos machines, tous nos transports ne fonctionnent pas. Donc là, il y a un lien évidemment extrêmement évident. Et encore une fois, 80% de l'énergie mondiale reste encore d'origine fossile, qu'elle soit pétrole, gaz, charbon. Et d'ailleurs, il y a eu hier une information intéressante de l'AIE qui dit que du coup, il faut stopper de toute façon les recherches pour développer des nouvelles mines de charbon, des nouvelles recherches pétrolières, etc. Il faut cesser, on va dire, le développement des énergies fossiles. Voilà. Donc, c'est ça le gros enjeu. Donc, en résumé, pour aller vite, c'est une véritable transformation, on va dire, de paradigme qu'il faut engager pour passer d'un modèle à un autre, en fait, qu'on qualifie aujourd'hui de linéaire, qui est basé principalement sur l'utilisation croissante de l'énergie, fossile principalement, un nouveau modèle économique, et c'est là où du coup ça touche directement, on va dire, les entreprises, qui sera circulaire, en réutilisant, on va dire, le plus possible les matières déjà existantes, sobres, notamment en énergie, et aussi économes en ressources naturelles, et si possible en régénérant les écosystèmes. Donc on va de plus en plus d'ailleurs
vous l'avez dit, parler d'entreprises régénératives, d'entreprises contributives sur le plan environnemental, mais aussi social d'ailleurs. C'est ça, sans doute, l'horizon pour les entreprises de demain. Alors, en quelques mots aussi, comment tout ça se traduit concrètement pour les entreprises? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je crois que la première chose par rapport au panorama que je viens d'exposer, c'est déjà se questionner sur qu'est-ce que devient mon entreprise finalement dans ce monde bas carbone? Est-ce qu'elle est très dépendante des énergies carbonées? Est-ce que j'utilise dans mes process de fabrication, dans mes transports, beaucoup d'énergie fossile? Si tel est le cas, évidemment, j'ai un degré de vulnérabilité relativement élevé. Mais pas que moi, parce que finalement, une entreprise, elle ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin de ses fournisseurs, elle a des clients. Et si vos clients eux-mêmes dépendent énormément des énergies carbonées, par ricochet, j'allais dire, vous aussi, vous allez être impacté par le sujet. Donc, dans tous les cas, quelle que soit finalement votre situation, je pense notamment aussi aux fournisseurs, certains fournisseurs qui sont aussi dans des pays qui, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui peuvent être extrêmement impactés par les risques physiques liés au réchauffement climatique, vont probablement connaître des difficultés et vous pouvez connaître des difficultés d'approvisionnement. Donc, de toute façon, tôt ou tard, que ce soit par les réglementations, par le marché, par les risques physiques, etc., vous ne pouvez pas échapper à vous poser cette question sur la vulnérabilité de votre entreprise par rapport aux enjeux climatiques. Et on voit très clairement là une volonté politique aussi d'accélérer finalement la transition écologique. Et là, on a noté quelques évolutions très récentes là, réglementaires. La première dont je parlerai, et ça c'est assez significatif, ça c'est une obligation de reporting pour les entreprises de plus de 250 salariés, qui est une obligation européenne, donc qui va toucher toutes les entreprises. Donc j'ai deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que, le seuil avant était de 500 salariés, donc il est abaissé à 250, donc pour toucher de plus en plus d'entreprises. Et même si vous n'avez pas 250 salariés, que vous êtes une PME plus petite, vous faites partie d'une chaîne économique et vos clients qui vont être dans cette obligation vont forcément vous demander, à vous, fournisseurs, qu'est-ce que vous faites pour vos produits en matière de décarbonation. Donc, dans tous les cas, ça va rejaillir, on va dire, sur l'ensemble de la chaîne économique. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette obligation de reporting? Il y a justement l'obligation de dire finalement qu'est-ce que vous faites pour contribuer à la neutralité carbone, comment votre entreprise va s'adapter dans ce monde bas carbone. Et ce qui est important aussi, c'est que cette information devra être auditée par un cabinet, une tierce partie, comme c'est le cas pour la partie financière, par un cabinet extérieur. Donc, on est en train de faire remonter l'information de durabilité au même niveau que l'information financière. Donc ça, c'est un signal extrêmement fort et qui va toucher, on va dire, vous voyez bien, un grand nombre d'entreprises. Donc ça, c'est pour, là, c'est en cours, on va dire, de vote et ça devrait être obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Donc voilà, dans 1 an et demi. Autre signal fort aussi que j'ai noté, c'est l'éco-score qui a été voté là, dans le cadre de la loi climat à l'Assemblée en France, qui vise à inscrire sur les produits le score carbone, l'impact carbone du produit pour indiquer aux consommateurs le poids carbone finalement du produit qu'il achète et donc l'orienter dans ses choix de consommation. Et le premier secteur d'activité qui va être concerné par cet éco-score, c'est l'habillement, enfin la mode d'une manière générale, à partir là, du 1er janvier 2022, donc très rapidement. La taxonomie européenne, Jean-Paul Chaperon en a parlé tout à l'heure, ça aussi c'est une évolution extrêmement intéressante qui vise en fait à pointer un petit peu les entreprises ou les activités qui vont dans le sens effectivement de la transition écologique pour orienter les financements vers celles qui sont vertueuses pour l'environnement et donc quelque part, entre guillemets, limiter, voire assécher le financement des activités qui vont dans le sens inverse. Donc ça, c'est déjà opérant et il y a un certain nombre d'entreprises qui se trouvent déjà confrontées à ces problématiques d'accès notamment à des investisseurs, à de la finance. Et on leur demande déjà de plus en plus de montrer effectivement ce qu'elles font concrètement pour
pour la transition écologique. Et puis, Jean-Paul Chaperon l'a aussi évoqué, la perspective d'une taxe carbone aux frontières, qui est effectivement souhaitable, je pense, pour équilibrer les choses, parce que bien souvent, notamment sur le prix, reste souvent le seul critère, et on se retrouve à avoir des produits ou des matières premières qui font le tour du monde avant d'arriver chez nous. Donc, il y a sans doute une régulation à organiser de ce côté-là. Je ne sais pas si M. Chaperon voulait dire quelque chose de plus sur la taxonomie européenne, ou rajouter un point là-dessus. Vous avez dit… pardon. Je crois qu'il y a beaucoup de débats, oui. Notamment autour du nucléaire, ça doit être dedans, ça ne doit pas être dedans, ça doit être transitoirement dedans. Il y a beaucoup de discussions au niveau des pays parce que chacun prêche pour sa paroisse. Certains sont plus un tel, plus sur tel sujet. Donc, ça ne doit pas être une liste d'activités avec une ribambelle d'exceptions, parce que c'est ce qui risquerait d'arriver. Il faut avoir une politique plus volontariste. Mais ce que je disais, et en tout cas c'est ce que prend le MEDEF, c'est d'avoir une approche qui soit pas inscrite dans le marbre ad vitam aeternam, mais qui soit évolutive et dynamique. Parce que je vais vous citer un exemple que vous pouvez, voilà, pour illustrer, qui n'est peut-être pas un bon exemple d'ailleurs, mais on pourrait dire les isolants de Fabrique Saint-Gobain, ils ne sont pas verts. Sauf que les isolants de Fabrique Saint-Gobain sont extrêmement utiles pour l'isolation des bâtiments, des maisons, etc. Et donc, l'activité, elle est verte. Et donc, on peut très bien imaginer que le temps de trouver autre chose, l'isolant soit vert, alors que, soit dans la taxonomie, alors qu'effectivement, si je prends que le produit en tant que tel, il n'est peut-être pas suffisamment vert. Mais il contribue à améliorer et viser nos objectifs de réchauffement climatique, de combattre le réchauffement climatique. Donc, c'est juste pour illustrer, hein, mais quelque part, c'est pour vous montrer que le sujet n'est pas simple. Hein. Il n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, et que du coup, il y a beaucoup de débats. En tout cas, ça montre la volonté de traduire, on va dire, l'objectif européen là, de 55% de baisse à 2030 dans les faits et en cascade vers les acteurs économiques. C'est quand même ça qu'il faut retenir, en orientant aussi la finance vers les activités vertueuses pour l'environnement, même si ce n'est pas simple, comme vous dites. Voilà, donc pour terminer, j'ai déjà pas mal évoqué, c'est vrai que ce qu'on recommande là, nous, quand on fait le travail là, avec les entreprises, c'est de se questionner sur cette vulnérabilité, comme on l'a dit, et d'essayer de se poser la question des risques, finalement, pour notre entreprise. Je viens de l'évoquer, mais il y a aussi des opportunités à changer maintenant. Il y a des opportunités tout simplement financières, parce que souvent, notamment sur le volet énergétique, on fait parfois coup double, hein, à la fois des économies d'énergie et des économies financières. On peut aussi, quand on retravaille la conception de son produit, aussi faire des économies financières quand on travaille vers l'éco-conception. Donc, il y a aussi des opportunités de ce côté-là. Et il y a aussi des opportunités humaines. Vous l'avez certainement observé, ce sujet, on le voit, est montant dans les entreprises parce que tout simplement, il y a une conscience citoyenne qui est là et que les collaborateurs jeunes et moins jeunes sont de plus en plus en attente, on va dire, de la part des entreprises dans lesquelles ils travaillent, de s'engager sur ces sujets. Et donc, c'est un formidable levier en termes de marque employeur, en termes de fidélisation des collaborateurs, en termes de motivation. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce volet qui est extrêmement positif d'engager son entreprise vers le bas carbone. Et sur le plan business, finalement, il y a aussi des opportunités technologiques parce qu'il y a des évolutions. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Chaperon, sur le numérique. Ben, oui, il y a aussi des innovations à aller chercher, à aller créer pour créer les produits et les services dont on va avoir besoin demain. Et ça aussi, c'est ça le rôle aussi des acteurs économiques, hein, c'est d'être dans ce développement-là, ces croissances-là qui vont être vers les produits et services dont on va avoir besoin très vite. Donc, il y a des risques dont il faut avoir conscience, mais c'est aussi le rôle, et les entreprises savent bien le faire, de s'emparer de ces sujets pour se mettre sur des dynamiques et des trajectoires positives. Voilà, bon, ça, j'ai déjà dit, hein, 3 questions. Comment je baisse mon impact, c'est ce qu'on vient de se dire, mais aussi comment je m'adapte, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on l'a vu, vous allez être de toute façon percuté tôt ou tard par le sujet, et potentiellement, est-ce que ça remet en cause mon modèle économique et quelles évolutions stratégiques je dois conduire pour m'adapter.
Voilà, donc c'était pour donner un panorama à la fois des grands enjeux climatiques et puis de l'impact que ça peut avoir sur les entreprises. Donc, le mieux est peut-être de donner la parole à nos deux témoins qui vont venir un petit peu illustrer la manière dont eux, dans leur fédération et leur entreprise, ils se sont mis en mouvement, on va dire, sur ces sujets. Voilà, donc je passe la parole à Monsieur Sphir. Je change d'écran. Je change de support. D'accord. Voilà. Alors, zut, non, il faut que je sorte de ça. Excusez-moi. Mince. Voilà, ça y est. C'est bon. Je vais peut-être en profiter pour me présenter. Donc, je suis Frédéric Suir. Je fais partie de l'UNICEM Pays de la Loire. Je suis président de l'UNICEM Entreprises Engagées. L'UNICEM, c'est le syndicat de l'industrie des carrières et des matériaux qui est national et qui a une déclinaison en Pays de la Loire. Je suis président de l'UNICEM Entreprises Engagées et vice-président de l'UNICEM et président de l'UNICEM Entreprises Engagées, qui est une association qui est inclus dans l'UNICEM et dont la vocation était d'agréger les bonnes volontés pour améliorer nos pratiques, déterminer nos impacts. Et cette association, elle a été créée dès 1992. Notre objectif, il était à l'époque, j'allais dire, de dire notre profession a besoin de s'unir avec en viseur une amélioration de nos pratiques vis-à-vis de l'environnement qui finalement, cette réunion d'aujourd'hui nous permet de voir qu'on a commencé quelque chose qui aujourd'hui est devenu presque nécessaire. Donc voilà un petit peu le cadre de mon travail. Et personnellement, je suis bien sûr, puisque je ne fais pas partie du syndicat, mais je suis aussi salarié d'une entreprise. Et mon travail consiste à faire accéder à la ressource minérale, donc mon entreprise. Tout ça pour dire que c'est aussi associé à toutes ces démarches, en fait. C'est être le moins impactant tout en accédant toujours à la ressource pour répondre aux besoins des granulats. Donc peut-être dans un premier temps, une présentation rapide de notre filière pour que vous puissiez un petit peu mieux nous imaginer. On reste sur les Pays de la Loire. L'industrie extractive, nous, on produit des granulats. Les granulats, ce sont les composants qui font du béton. Donc, ce sont des sables, des graviers. Mais c'est aussi d'autres granulats qu'on n'imagine pas. On a des argiles, on a des pierres de taille et des arrangements. En Pays de la Loire, on a 210 sites d'extraction qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire, mais qui sont fortement, et vous le comprendrez, dépendants de la matière première, c'est-à-dire la géologie. Les sables et graviers, il y en a dans certains endroits, mais il n'y en a pas partout. Des roches éruptives de grande qualité, celles qui font les roues, il y en a, mais pas partout. On a aussi des unités de fabrication de béton prêts à l'emploi, qui pour eux aussi répondent aux besoins en logement, en infrastructure, pour les déplacements. Et on a aussi comme client l'agriculture, puisque une partie de nos J'ai perdu le son, je ne sais pas si c'est pour moi. Coupé. Je ne sais Oui. pas si On n'entend plus, oui. Ou Emmanuel, je ne sais pas si… Dites-moi si vous voulez que je prenne le relais. Ouais, je vais voir. Emmanuel, oui, Emmanuel Torlasco. Je ne sais pas si tu es avec Frédéric dans les mêmes bureaux, si tu as ton son de ton côté, si tu voulais peut-être prendre la main, si vraiment il y a un souci du côté de M. Sphir. Il y a un problème de présentation? Ah, ça y est, on vous a… Ça y est, on a perdu le son. D'accord. J'ai l'impression, oui, que suite aux modifications, je veux dire, liées à la Covid, on a plus de personnes qui sont en train d'être sur nos réseaux. On a un réseau qui est instable et je le vois depuis le début de la réunion.
J'espère que vous n'avez pas manqué trop de ce que j'ai expliqué. Donc, on va passer à la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Après, peut-être encore, du coup. Moi, je la vois apparaître. Oui, on va directement aller. Donc, en fait, UNICEM Entreprises Engagées, précédemment, c'était la charte environnement des industries de carrière. Et vous voyez que finalement, cette démarche collective a débuté dès 1992. L'idée, c'était finalement de promouvoir nos bonnes pratiques et de les donner, de faire participer les entreprises qui n'étaient pas sur ces thématiques-là. Finalement, l'idée de la charte à l'époque, c'était d'avoir un socle commun de bonnes pratiques que l'on pouvait partager. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On organisait des formations, des visites de sites pour permettre finalement à toutes les personnes qui étaient en responsabilité sur les notions environnementales d'acquérir des connaissances et aussi de voir des bonnes pratiques sur ça. Afin de poursuivre les démarches, on a fait évoluer notre charte environnement avec la mise en place d'un référentiel de labellisation RSE sectoriel pour les industries du granulat, pour le béton prêt à l'emploi, afin d'avoir une efficacité. On fait évaluer bien sûr nos entreprises par des organismes tiers qui sont indépendants. En France, on a 1600 sites qui sont engagés. Alors, 1600 sites, il y a 3000 carrières en France. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça veut dire que simplement, beaucoup de nos adhérents se sont lancés dans cette démarche. 18 formations annuelles ont été dispensées aux adhérents et au travers de cette charte environnement qui est devenue UNICEM Entreprises Engagées, il faut avoir en tête qu'une centaine d'études et de guides ont été créés, des guides qui, en fait, pointaient sur différentes thématiques. Environnementale. Donc, on était sur la gestion de l'eau, sur la gestion des poussières, l'amélioration du génie écologique dans nos réaménagements. Sur l'enjeu de la décarbonation plus précisément. Pour nous, je vais revenir en arrière, pour nous, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez sur ce petit schéma, on a souhaité développer un outil de notre empreinte CO2, et on l'avait fait avec l'ADEME dès 2010. Et dès 2010, certaines entreprises ont pu commencer à découvrir, j'allais dire, comme vous disiez tout à l'heure, hein, vous l'avez dit assez justement, c'est pas simple de faire un bilan de gaz à effet de serre. Et donc, on a un petit peu tâtonné pendant quelques années, sur lesquelles finalement on a amélioré, parce qu'il y a eu un certain nombre de versions, notre guide, pour que finalement, nos entreprises qui ont pu tester les guides et faire remonter les informations puissent avoir des bilans de gaz à effet de serre qui fonctionnent et qui, du coup, par le biais, pouvaient derrière se mettre à créer des plans d'action. Donc, finalement, on voit un petit peu un déroulé dans le temps, hein, 2010, un début, un guide qui a été créé avec l'ADEME, conjointement avec l'ADEME, avec nos différentes mises à jour qui nous ont conduit jusqu'en 2016 à mettre un jour l'outil définitif sur lequel, par la suite, des plans d'action peuvent être déroulés. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Nous, dans nos entreprises, ce qui est le plus impactant, c'est le transport aval des granulats. Bien sûr, la majorité aujourd'hui de nos matériaux sont transportés par voie routière, et finalement, c'est ce qui est à plus de 54% la source majoritaire de nos gaz à effet de serre. Après, on a la consommation énergétique qui est directement associée à nos engins de chantier. Et puis, on a finalement un panel qu'on pensait plus important, ça c'est vraiment une vraie découverte, étant donné que nos installations de traitement de matériaux sont plutôt à l'électrique, la contribution du traitement des matériaux en installation ne représente que 3% du bilan total. Finalement, si j'essayais de résumer, nous, on a 3 moments bien différents. Hein. On extrait notre gisement, quel que soit le gisement, dans lequel on utilise des engins de chantier, des pelles et des tombereaux. C'est la première grosse partie, c'est celle qui apparaît à hauteur de 18%. On a après la transformation des matériaux, celle qui coûte 3%.
Et puis finalement, après, on a tout ce qui est le transport aval des granulats qui, lui, représente 50%. Donc voilà un petit peu. On a de nouveau une coupure. Il y a à nouveau une coupure. Je suis à nouveau là? Oui, Oui, on vous c'est bon. entend. On peut passer à la diapositive suivante on va passer rapidement pour parler finalement des chiffres. Je reprends, vous voyez, en fait, c'est les ordres de grandeur de notre bilan carbone industrie. Hein. Vous voyez au centre l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est le chiffre que vous évoquez, hein, 11 tonnes. Donc nous, on a 11,2, on est allé un petit peu plus précis, enfin, c'est notre présentation. Et finalement, vous voyez que sur la partie gauche, vous voyez, nous, notre empreinte, c'est 2,72 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et vous l'avez ici rapporté par personne, 0,008 tonnes équivalent CO2 par personne. C'est notre industrie. On connaît aujourd'hui quelle est la valeur de notre impact. Ça, bien sûr, c'est l'agrégation des bilans carbone de nos sociétés qui sont remontés et agrégés par l'UNPG. Alors, l'UNPG, c'est aussi c'est au niveau du syndicat une branche qui est plus particulièrement, c'est les granulats, les sables et les granulats. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est une vision, ça nous permet de savoir de quoi on parle. Par contre, ce que je voulais, c'était aller un petit peu plus loin et montrer les travaux qu'on a fait depuis quelques années. Donc, on peut passer à la diapositive suivante, qui est pour moi peut-être la plus intéressante sur laquelle vous voyez les travaux qu'on réalise. Vous avez ici repris les trois vraiment secteurs les plus importants, les trois premiers en tout cas, sur lesquels on a travaillé. Dès 2008, nos entreprises se sont réappropriées les chiffres des outils de bilan carbone, ils les ont affinés. Sur le transport aval, qui a été placé ici, puisque c'est celui qui est le plus important. On travaille toujours sur la proximité des sites de production et des bassins de consommation. Est-ce qu'elle revient? On a un micro ouvert. On peut couper les micros, oui. Madame Savard ou Monsieur Savard, je pense. L'idée pour nous, c'était donc de trouver des sites qui sont à peu de distance des centres de consommation. Dans les autres sujets, il faut avoir en tête que même si ce n'est pas nous de manière directe, sur ce transport aval, il y a eu des réductions importantes par éco-conception des moteurs et des camions, des consommations. Aujourd'hui, vous avez des moteurs qui sont sur les véhicules qui ont des normes, qui sont des normes Euro M6, qui finalement sont certes aussi associées à la réduction des polluants, à l'émission des polluants, mais qui finalement sont aussi, sur le terme de recherche, associés à une réduction de la consommation. Cette réduction de la consommation, aussi, on a lancé des obligations de bâcher nos camions. Je pense que vous imaginez, vous voyez souvent des camions remplis de granulats qui circulent. On essaye de systématiser le bâchage des camions. Pourquoi? Parce que finalement, par rapport à une consommation de 25 à 30 litres au 100, on économise 0,5 litres au 100 km. Alors, c'est une petite marche, néanmoins, c'est une marche qu'on peut accomplir. Alors, toute la difficulté, c'est bien sûr que toutes les entreprises se mettent collectivement à d'abord inciter tout simplement à acheter et mettre leur flotte à jour de ce sujet-là, c'est-à-dire une bâche. Aussi, bien sûr, plusieurs sociétés de notre industrie se sont mis à travailler avec nos sous-traitants sur des doubles fret. Et il existe des bourses de transport où finalement on annonce et on permet à d'autres personnes, on annonce des transports de lieux vers d'autres lieux pour éventuellement mettre en place des doubles fret, voire des frets triangulaires. Et tout ça, l'objectif, c'est que chaque camion qui circule soit le plus souvent chargé et ne circule pas à vide. Donc finalement, voilà un petit peu ce qui s'est fait sur le transport aval. Il faut avoir en tête que là, on est, nous, industriels,
associés aux fédérations du transport, fédérations qui, elles, constamment sont sur ce sujet-là. Et nous, on récupère efficacement les avancées qu'ils peuvent montrer. Une partie qui est plus à notre main, le transport en carrière. Le transport en carrière, on a plusieurs leviers sur lesquels on travaille depuis un certain temps. C'est bien sûr la recherche et l'optimisation de ce qui se déroule en carrière. On travaille sur la consommation instantanée. L'exemple est qu'aujourd'hui, nos fournisseurs d'engins de chantier ont fait énormément de travaux sur, là encore, la consommation instantanée. Il y a 10 ans, nos engins en moyenne de chantier étaient sur du 25 à 30 litres à l'heure. Aujourd'hui, les mêmes engins avec les mêmes capacités de transport et de chargement sont tombés entre 15 et 20 litres à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, là encore, une amélioration des moteurs, une motorisation, donc de cette efficience-là. Et donc, on doit travailler sur ces sujets-là. Aussi, on a généralisé les stop and go de façon à ce qu'on puisse réduire notre empreinte carbone. Sur les installations, pour les électricités, pour abaisser nos consommations, on a mis des variateurs électriques sur les tapis. On fait aussi des effacements électriques. Mais aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que juste sur les plans logistiques, on améliore en fait en mettant mieux nos stocks sur nos sites, les temps de transport, et donc on réduit notre consommation. On peut passer à la slide suivante. Monsieur Spire, je suis désolé, je vous coupe simplement pour pouvoir respecter le timing. On doit terminer assez rapidement pour pouvoir garder le temps questions-réponses et notamment faire intervenir aussi le groupe brillant. Je suis vraiment désolé. Ça tombait bien, c'était la fin. Ah bah super. C'était bon. J'ai vu votre appel, j'ai essayé d'accélérer, c'est pour ça que j'étais peut-être un peu confus, en essayant de dire les choses les plus importantes, mais si des questions en viendront, je pourrai les compléter, bien sûr. Juste peut-être un petit commentaire de transition, si tu me permets, Jean-Baptiste. Effectivement, vous évoquez deux points, la notion de référentiel sectoriel, hein, dont on sait que vous êtes, comme je le disais, il y a une initiative extrêmement proactive sur le sujet. C'était d'ailleurs Isabelle Videlaine, hein, j'ai regardé, que j'avais auditionné sur le sujet. C'est un sujet majeur, hein, pour lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé. Et on voit bien que dans certains domaines, quand on travaille dans les carrières, le béton prêt à l'emploi, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes d'objectifs que le numérique ou la grande distribution. Et qu'il est nécessaire que les fournisseurs de labels, que ce soit l'AFNOR, Lucie, Bicorp, alors Bicorp c'est plus compliqué, mais fassent des déclinaisons sectorielles de leurs labels pour pouvoir coller plus aux besoins des entreprises. Et puis la deuxième remarque que je voulais évoquer dans le cadre de, vous avez parlé d'hydrogène, effectivement sur les engins de chantier, c'est un sujet majeur. Alors, on en est au tout début, hein, il y a un certain nombre d'initiatives ou de tests qui sont en cours sur du refit. J'ai écouté encore Paul Baziro, vous connaissez bien en tout cas dans le domaine des carrières, hein, le président de Charrier, au niveau des dirigeants responsables de l'Ouest. Quand on parle d'hydrogène, il faut absolument parler d'hydrogène vert, parce que l'hydrogène fossile, on ne gagne rien. Hein. Si c'est faire de l'électrolyse avec de l'énergie fossile, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut bien évidemment que l'hydrogène soit vert, donc issu soit de la biomasse, soit des éoliennes ou des panneaux solaires. C'était juste une petite remarque, mais qui semble être importante. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Suire. Ce que je proposais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Caroline, Christiane, mais qu'on puisse peut-être directement aller au second témoignage, le grand témoin, donc, Monsieur Morisot pour le groupe Brillant, et à ce moment-là, peut-être que les participants, après le second témoignage, pourront à la fois poser les questions sur l'intervention de Mission Change et des questions aux entreprises, avant d'aller sur l'opérationnel et les actions territoire. Tout à fait. Très bien. Alors, c'est parfait. On va laisser la parole à Emmanuel Morisot pour le groupe Brillant. N'hésitez pas. Bien, bonjour à tous. Le chat, effectivement. Pardon. Et le chat également, à poser des questions. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Morisot. Je suis directeur de l'innovation dans le groupe Brillant. Le groupe Brillant est un groupe vendéen, constructeur industriel, donc dans le secteur du bâtiment. C'est un groupe de 1200 collaborateurs avec 15 filiales, des filiales de taille variable, hein, qui vont de
d'un chiffre d'affaires de 15 à 50 millions d'euros par an. Donc, ce sont une somme de PME, finalement, qui évolue dans le bâtiment avec un volet industriel fort, puisqu'on a 11 usines réparties sur le territoire. J'étais d'ailleurs historiquement un des dirigeants d'une de ces filiales et j'ai, il y a 2 ans, souhaité basculer du côté de l'innovation dite durable, considérant qu'il y avait effectivement des enjeux très forts qui devaient modifier nos façons de produire et de réaliser nos ouvrages et que quelqu'un dans le groupe devait s'en emparer. Et bon, le fait est qu'effectivement, j'avais un certain goût sur ces sujets et une certaine information sur ces sujets. Donc, voici un peu de bouger les lignes et de proposer à la direction générale du groupe de commencer à réfléchir aux façons de produire futures. Alors, assez rapidement, donc je vais vous livrer un peu le témoignage là, pendant cette dizaine de minutes de notre parcours depuis 1 an et demi pour vous montrer de façon assez pragmatique ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans cette mutation progressive que le groupe aujourd'hui cherche à opérer, et donc vous donner un petit peu les points de repère par lesquels on est passé. Ce qui a été important dans un premier temps, d'abord, c'est de convaincre la direction générale. Alors, c'est peut-être plus simple parce que j'avais une connivence, ou en tout cas une relation étroite avec la direction générale, mais rien ne se fera effectivement si le PDG ou le directeur général n'est pas lui aussi un peu embarqué sur ces sujets. Et pour l'embarquer, on ne lui demande pas forcément d'avoir une appétence ou un goût sur l'écologie, sur l'environnement. On lui demande surtout de penser à la pérennité de son entreprise. Et ça, forcément, c'est une réaction assez directe et immédiate qu'il peut rencontrer. Donc, dès lors qu'on aura fourni quelques points de repère, je dirais, assez simples sur les enjeux et la mutation obligée et l'adaptation nécessaire des modèles, un dirigeant bien formé va naturellement, je dirais, engager un sous-jacent environnemental parce qu'il vise la pérennité de son entreprise. Une fois qu'on a ce socle de départ bien installé, effectivement, on va chercher maintenant à infuser, à décliner toute cette démarche, tant dans un plan stratégique, mais aussi dans un volet managérial pour que toutes les parties prenantes de l'entreprise, dans toutes les entités, de la femme de ménage aux dirigeants, des États aux cadres, aux ouvriers chez nous, tout le monde soit sensibilisé et conscient de ces enjeux. Donc la première étape, c'est effectivement de sensibiliser les acteurs. Et ça, c'est une étape très, non seulement fondamentale, mais très, entre guillemets, excusez-moi l'expression, casse-gueule, très compliquée, parce qu'on peut très rapidement venir mettre une somme de chiffres difficilement compréhensible pour tout à chacun, ou amener de l'anxiété, ou amener du catastrophisme. Donc, c'est très important de venir objectiver les faits. C'est très important que quelqu'un, alors en interne ou un consultant externe, vienne avec vous construire finalement un socle de connaissances minimales très rationnel, qui va complètement faire abstraction de tout prosélytisme. Voilà, on n'est pas là sur un débat d'écologie, mais sur un débat de quelles sont les mécaniques en place auxquelles on est confronté, auxquelles nos modèles vont être confrontés. Et à partir de là, chacun prend connaissance de 5 chiffres, 5 repères, 5 ordres de grandeur qui leur suffira individuellement pour qu'après, ils puissent aller se confronter à l'immense littérature qui existe sur Internet ou dans les bouquins ou dans les blogs ou que sais-je. Donc, il faut donner en fait les rudiments, il faut donner les points de repère à nos équipes, où qu'elles soient, pour pouvoir se faire individuellement une prise de conscience éclairée de ces sujets. Et surtout pas les abreuver de chiffres, surtout pas les abreuver d'angoisse et de perspectives aussi catastrophistes les unes que les autres. Il faut qu'ils soient acteurs conscients des sujets. Donc, cette sensibilisation, nous, on la pratique par des cycles de formation ramassés sur l'espace d'une petite heure où on va effectivement délivrer ces 5 chiffres, délivrer ces points de repère majeurs pour passer peut-être d'un scope mondial, puis national, puis sectoriel à notre activité, le bâtiment, puis à notre métier, la construction, puis même à nos matériaux éventuellement, parce que chaque matériau a ses leviers et ses boulets. Donc voilà, on cherche à faire un peu un focus progressif pour qu'on puisse individuellement prendre conscience de ces enjeux, sous tous ces scopes qui sont forcément liés les uns aux autres. Et donc rapidement, d'ailleurs, on se rend compte que quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, le sujet est engagé peut-être ailleurs, et peut-être engagé dans d'autres endroits que l'entreprise, mais en même temps, notre entreprise est exposée. Et donc, il va falloir effectivement se défendre en tant qu'entrepreneur ou professionnel pour pouvoir nous adapter au mieux, ou peut-être profiter au mieux des opportunités que ces modifications vont apporter. Donc, sensibiliser d'abord avec ces chiffres principaux. Une fois que la sensibilisation est faite, l'élément important pour nous, c'est l'appropriation individuelle
je dirais, en démystifiant les sujets. Une fois qu'on a donné ces points de repère, on met les gens en action déjà sur des phases quasi ludiques de jeu. Sans doute, certains d'entre vous connaissez la fresque du climat, qui est une pratique maintenant assez répandue, tant dans les organismes professionnels que dans les écoles, où les personnes vont pouvoir, par un mode collaboratif, composer une fresque à travers l'adjonction de différentes composantes physiques qui vont entrer en ligne de compte dans le réchauffement climatique. Ça, c'est une pratique qui est très intéressante. Ça permet de voir un tableau se dessiner de systèmes complexes et interactifs. Mais en même temps, c'est très anxiogène là aussi. Et donc, quand on l'a réalisé avec nos premiers salariés, on s'est vite rendu compte qu'il fallait rapidement la traduire dans notre domaine d'activité. Et donc, on a créé notre fresque dans notre domaine, à savoir la fresque de la construction, pour revenir sur un cadre concret du quotidien. Et donc, aujourd'hui, on pratique cette fresque de la construction auprès de nos équipes. D'abord, les comités directeurs, puis les encadrants, puis les états, mais pour pouvoir leur permettre eux aussi de jouer avec ces mots, de jouer avec ces concepts, de se les approprier, pour pas qu'ils en aient peur, finalement. Il faut que les gens puissent oser, finalement, parler énergie, climat et réchauffement climatique, en ayant, encore une fois, ces bons repères chiffrés et cette pratique verbale nécessaire. Et donc, bien sûr, à cette fresque est associé, bien sûr, un glossaire qui permet aussi de qualifier les choses, tant parfois les définitions sont un peu floues et on dit tout son contraire sur un même mot. Donc, cette appropriation étant en fait, on a un élément après majeur dans le groupe, c'est l'évaluation de là où on est, pour après savoir là où on veut aller. Et donc, la traduction de cela, souvent, la mécanique, ça s'appelle le bilan carbone. Il faut faire attention à cette mécanique. Elle est là aussi parfois faite de pas mal d'écueils, enfin, en tout cas à nos yeux. Il est important que cette mécanique soit simple, soit agile. Le but n'est pas d'être précis et d'avoir quelque chose vraiment tiré au cordeau, puisque de toute façon, on se rend compte que dans sa pratique, elle utilise des hypothèses et des données qui parfois sont elles-mêmes par nature imprécises. Donc, on peut d'ailleurs dire parfois un peu n'importe quoi aux chiffres selon les scopes, selon les périmètres qu'on utilise, selon les facteurs d'émission qu'on va aller choisir à droite ou à gauche. On peut complètement modifier un résultat global. Donc, peu importe le résultat, je dirais, c'est plus la démarche qui va nous intéresser. Alors, on a utilisé une démarche avec un prestataire qui nous a permis en 3 mois d'avoir une première photo, certes floue, mais qui au moins donnait les ordres de grandeur principaux de là où se trouvaient nos impacts, de là où se trouvaient nos émissions actuelles. Ce travail il a été travaillé dans une seconde étape sur 4 mois supplémentaires pour affiner les endroits, les sujets qui méritaient de l'être et surtout laisser de côté tous ceux qui ne méritaient pas de l'être. Encore une fois, une recherche d'efficacité dans le traitement pour pouvoir avoir une photo pour le coup après pertinente et parlante qu'on a donc obtenue au bout de 8 mois. Donc c'est assez, je dirais, plaisant que de pouvoir avoir une vision de là où on se trouve au bout de 8 mois. Dans cette vision, peu importe les chiffres auxquels on parvient, le vrai sujet, après, c'est de retranscrire ces chiffres dans le quotidien professionnel. Alors d'abord, il y a 2 choses. Il y a ce qui va dépendre de nous, parce que c'est lié à notre pratique quotidienne du travail, nos déplacements, nos ordinateurs, nos frais énergétiques de nos bureaux, de nos ateliers, peu importe. Et puis, ce qui dépend un peu moins de nous, en tout cas qui est lié à notre écosystème, l'amont, les intrants, ce qu'on achète comme produit, notamment quand on est industriel, et puis l'aval, la production en rapport avec des marchés, avec nos clients. Donc, on a considéré nécessaire de bien aborder l'ensemble de la chaîne de valeur, puisque le but du jeu n'est pas d'avoir un chiffre, mais de voir notre degré d'exposition finalement à ces risques climatiques ou finalement à cette taxation carbone qui aussi pointe son nez. Et donc, il faut bien évidemment analyser, comme le disait tout à l'heure Caroline, comment nos clients sont eux-mêmes impactés, comment nos fournisseurs sont eux-mêmes impactés, pour voir où est la sensibilité générale et quels sont les bons choix à opérer. Quand on a retraduit ce bilan carbone, on le fait sous un angle assez simple. Par exemple, on va expliquer que 1 euro de chiffre d'affaires dans notre société, ça équivaut à 400 km de TGV pour un passager. Ou alors de montrer qu'effectivement, notre degré d'émission ou d'exposition est 80 fois plus élevé dans notre secteur que dans un secteur de service. Ou de dire qu'un salarié, aujourd'hui, émet, ramené à son activité d'entreprise, 17 fois plus qu'il n'émet chez lui. Ce qui va aussi faire prendre conscience qu'il a des leviers d'action extrêmement importants au sein de l'entreprise, bien plus que ce qu'il a peut-être déjà en tant que citoyen chez lui dans les actions qu'il peut mener. Et bien aussi, je dirais, c'est vertueux, ça leur permet peut-être de s'impliquer après, derrière, de monter sur le bateau. Donc, cette phase d'évaluation initiale est importante, et bien évidemment, après, elle va ouvrir la capacité managériale, finalement, à chaque filiale, à chaque dirigeant, d'aller construire des plans d'action, sans doute avec le terrain,
qui vont dépendre notamment des scopes internes sur ce qui dépend de nous, et sans doute stratégiques par rapport à notre relation à nos fournisseurs, notre relation à nos clients et les offres que l'on fait par rapport à nos clients. Donc là encore, il y a différents leviers, différents cadres à intégrer pour construire alors, ce qu'on va appeler une trajectoire, qui est un grand mot là aussi dont on se méfie un petit peu. On pense que annoncer des moins 55% en 2030 ou des COP 21 compatibles, nous, ça ne nous fait pas rêver. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les gens s'imprégner des sujets, être force de proposition, prendre des initiatives, tenter de les mesurer le plus précisément possible avec toute la difficulté que la mesure aujourd'hui amène par rapport, encore une fois, à ces incertitudes, notamment sur les facteurs d'émission ou sur les quantités qu'on va mesurer. Mais en tout cas, voilà, c'est la dynamique qui nous intéresse plus que le résultat. Et après, chaque année, on essaiera de compter cette dynamique, de la retraduire en chiffres pour voir si elle impacte ou pas notre bilan carbone par filiale ou par groupe. Mais encore une fois, on veut vraiment se détacher du chiffre. Le chiffre nous noie, le chiffre nous trompe parfois. Et je pense que ce qui est plus important, c'est l'animation, c'est la prise de conscience, c'est le sentiment d'être dans le bon sens du chemin, même si notre vitesse est peut-être au départ un peu lente. Par la pratique et par l'opportunité aussi, on trouvera des solutions qui accéléreront le mouvement le cas échéant. Alors ensuite, une fois qu'on a effectivement fait ce point d'évaluation, cette pseudo-trajectoire, va-t-on dire, effectivement, la question maintenant, c'est de mettre les moyens et les structures, les organisations pour développer la démarche. Je pense qu'un élément qu'on a voulu, nous ici, acter dans le groupe Brillant, qui est assez important, je crois, à appréhender, c'est que on parle souvent d'environnement. Moi, je parlerais plutôt d'énergie, climat, carbone, ou d'énergie, carbone, climat, plutôt dans ce sens-là. C'est un sujet environnemental, mais l'environnement couvre bien d'autres sujets, hein, la ressource, la gestion de l'eau, la pollution, les déchets. Et là, je reste restreint volontairement à ce sujet de décarbonation de l'activité. Nous, on l'a rattaché directement à l'innovation, considérant que finalement, il y a déjà des QSE, il y a déjà des services environnementaux qui existent, qui sont là pour répondre aux sujets réglementaires réguliers auxquels ils sont soumis et qui ont toutes leurs pratiques et toutes leurs raisons d'être. Ce volet énergie-climat, on pense qu'en fait, il est encore une fois stratégique et il sera alimenté et en tout cas, il sera poussé et activé par l'innovation durable. Et donc, on a à la fois pris en compte ce volet énergie-climat, mais aussi structurer l'innovation à travers cette prise en compte. Alors, par exemple, première démarche que l'on a opérée assez pragmatique, puisque 85% de nos impacts, vous voyez, cette photo un peu floue, nous a quand même tout de suite dit, attention, l'impact principal, c'est les intrants, c'est les matériaux que vous allez utiliser dans la construction, tantôt de l'acier pour de la charpente métallique, tantôt du béton avec des granulats, on vient d'en parler avec M. Suire, tantôt du bois, avec toutes les vertus, voire les contre-vertus du bois. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il fallait accentuer notre sourcing fournisseur et aller chercher les fournisseurs qui, comme nous, avaient engagé ces démarches et pouvaient proposer des sourcings performants. Et donc, on a ce qu'on appelle la fiche de données environnementales et sanitaires, FDES, hein, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on était, entre guillemets, soumis à des FDES dites collectives. Les charpentiers français avaient construit une FDES un petit peu macro, un petit peu médiane, on va dire, par rapport à toutes les possibilités qu'offrent les intrants. Et donc, on s'est construit notre propre FDES individuelle. Et rapidement, par un sourcing un peu plus fin, un peu plus travaillé, on a pu diminuer de 30% notre facteur d'émission sur le kilo d'acier produit dans nos usines, ou le kilo de béton produit dans nos usines, ou le kilo de bois produit dans nos usines. Vous voyez, le fait de s'approprier des sujets, de rentrer dans le détail, de sortir du chiffre-résultat, d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller revoir la combinaison de ces chiffres pour comprendre leur mécanique, rapidement, on arrive à trouver des leviers d'action, des leviers de performance finalement, qui vont, et là c'est assez opportuniste, hein, mais qui vont permettre de nous différencier par rapport à nos concurrents pour montrer qu'effectivement, par des choix éclairés, on va pouvoir tout de suite proposer des solutions plus vertueuses. Donc, il y a eu cette logique de la F2S qui a été embarquée depuis maintenant un an, et on a maintenant de la F2S individuelles qui viennent nous singulariser par rapport au marché. Donc, encore une fois, on a fait une vocation à se pérenniser, à trouver toujours nos terrains de performance. L'autre élément important par rapport à nos clients, cette fois-ci, c'est de les écouter et d'entendre que finalement, leur grille de lecture ne sera pas de décarboner forcément leur projet, mais de savoir où est le meilleur euro investi pour les décarboner. Autrement dit, dans toutes les solutions qu'on pourra leur proposer, comment est-ce qu'on peut évaluer le coût du kilo de CO2 évité, le coût du kilo de CO2 évité. Demain, il y aura un coût au carbone généré, ça s'appellera la taxe carbone. Et bien, on regarde ça, il y a des solutions vertueuses qui vont éviter du CO2 et donc qui ont un coût malgré tout, elles aussi,
Et c'est la confrontation des deux qui sera intéressante de comparer. Et donc, toutes les productions que nous menons actuellement, tous les recherches, les projets, les mises en lumière de nos offres sur le volet CO2, on le fait à travers ce critère de jugement. Au-delà de dire votre projet développe 300 tonnes, 1000 tonnes, je dirais, ça ne va pas à grand monde finalement, ces 1000 tonnes, on ne sait même pas trop comment à quoi il faut les rattacher. Après, on peut faire des projections en kilomètres de voiture, mais ça n'a pas vraiment de sens. La question, c'est est-ce que l'euro que je vais investir pour décarboner mon projet, ma solution, est-ce qu'il est bien investi? Est-ce qu'il est efficace? Et donc, ce critère du coût du CO2 habité devient pour nous un critère assez déterminant dans la relation qu'on a avec nos clients. Et donc, on a étoffé notre volet chiffrage et capacité de deviser nos offres avec cette unité de mesure qu'on considère pertinente pour après aller échanger vers nos clients. Et puis derrière quoi, on a tout cet accompagnement technique et, je dirais, rationnel pour essayer quand même de qualifier ce kilo de CO2 et ne pas en faire un chiffre qui n'a pas de sens. Encore une fois, aujourd'hui, les chiffres sont dangereux, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Très clairement, quand on rentre dans le détail, le témoignage que je peux vous livrer au bout d'un an, c'est qu'on peut vous raconter n'importe quoi. Donc, il est très important de s'approprier les sujets, d'en être maître, de pouvoir savoir quelles sont de pouvoir les nuancer, de pouvoir connaître leurs limites d'appréciation, et après d'avoir des débats clairs et sincères avec nos clients pour pouvoir les aider aussi à faire les bons choix. Et puis je terminerai par un point, c'est que toute cette démarche, on l'a fait en fait pour les générations futures. Tout à l'heure, on a vu des courbes qui montraient qu'on pouvait arriver à plus 2 degrés jusqu'à plus 8 degrés en 2100. Et vous avez également vu que ces courbes, elles étaient à peu près confondues entre 2020 et 2045. Tous les événements de réchauffement climatique sont déjà embarqués pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas les effets qu'on fera aujourd'hui qui feront baisser la température après-demain, en 2035, en 2040. Ça, c'est déjà embarqué. Et à partir de là, toutes les actions qu'on mène aujourd'hui, on le fait pour nos enfants, tout simplement. Et donc, c'est aussi un débat qu'on peut voir sous un angle de transmission générationnelle. Notre effort aujourd'hui, c'est aussi d'aller vers les écoles et de leur donner un maximum d'éléments pour pouvoir prendre part aussi à ces sujets et venir aussi nous rejoindre pour pouvoir participer à la démarche. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Morisot. Merci, Monsieur Sueur, pour ces 2 témoignages. C'est intéressant aussi de voir les logiques à la fois au niveau des territoires et ce qu'on peut faire ensemble, et puis tout le travail qui peut être mené auprès des équipes, parce que c'est des sujets qui intrinsèquement vont être aussi être liés. On en parlait avec Caroline, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre webinaire sur les sujets de transition, de formation, la question des compétences, puisqu'il va falloir aussi préparer les équipes à ces questions-là, embarquer, former, sensibiliser. Et c'est vrai que c'est à la fois un travail de gouvernance et puis un travail aussi de management dans les entreprises, puisqu'on va connaître quand même de grands enjeux de transformation. Et pour moi, c'est aussi un sujet, plus pour ma partie, emploi, formation et compétences. Mais ce sera un autre webinaire. L'idée, là, maintenant, c'est peut-être, Caroline et Christiane, de pouvoir interagir avec vous, l'ensemble des participants, si vous avez des questions, des remarques, et puis également passer à l'étape, je dirais, call to action, comment la suite, parce que là, c'est juste poser le cadre, mais c'est forcément une continuité, et de voir comment on peut proposer des actions à la fois avec les filières, les branches, et jouer la carte du collectif sur notre région. Mais dans un premier temps, si vous avez des questions, à la fois pour Mission Change et pour nos 2 grands témoins, vous pouvez utiliser le lever de main ou utiliser le chat. Ou il n'y a pas de questions. En attendant, moi, je voulais remercier également M. Morisot. C'était extrêmement clair, extrêmement limpide, hein, son témoignage, avec beaucoup de messages très forts. Ce qu'il faut retenir, et je partage à 300% ce que vous venez de dire sur les chiffres, bien évidemment, ils ne font pas rêver, hein, ils ne font rêver personne. C'est tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit, mais ça nous oblige à faire quand même un pas de côté et un sacré pas de côté. Maintenant, le chiffre en tant que tel sur le bilan carbone, on est tous d'accord, il ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, parce que les périmètres peuvent être différents, les méthodologies des consultants ou des sociétés, y compris sur la méthodologie ADEME, peuvent être à géométrie variable. Donc, ce qui est fondamental, ce n'est pas tant le chiffre en tant que tel, c'est les actions pour pouvoir, dans la dynamique et tous les ans, se dire, voilà, c'est identifier d'ailleurs les gisements d'amélioration
et puis quelque part être dans la dynamique de diminution de ce chiffre, quel qu'il soit d'ailleurs. Et là, vous l'avez clairement souligné, donc et bravo pour tout ce que vous faites au niveau du groupe et la motivation. Un point essentiel également, c'est les parties prenantes, c'est embarquer de la femme de ménage jusqu'à la direction. Évidemment, ce type d'approche, elle est portée au départ forcément à la direction générale, qui doit avoir la conscience et la motivation pour pouvoir avancer. Mais derrière, c'est toutes les parties prenantes et tous les salariés, et au sens large, toutes les parties prenantes, les clients, fournisseurs, partenaires. Et là, vous l'avez clairement mis en évidence. Hein, ça ne peut pas être une approche seule dans son coin, dans son entreprise. C'est un ensemble, un écosystème. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est réunis aujourd'hui. C'est parce qu'on est tous interdépendants d'une certaine manière. Voilà ce que je voulais. Je m'arrêterai là. Tout à fait, je partage complètement ça. C'est vraiment un message à faire passer. Une entreprise seule ne pourra pas arriver sur ce sujet. C'est clair. Est-ce qu'on a des questions? Petite remarque, Il y a des questions, dans le chat. je n'en vois pas. Ah si, il y a une main qui se lève, là, je vois Michael Troquet. Oui, Michael. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Michael Troquet de l'agence Lucie. Hein, donc, on gère entre autres le label Lucie, hein, qui est un label RSE que vous connaissez, je pense, et puis d'autres labels aussi sur d'autres thématiques RSE. Et dans le cadre de ce qu'on fait au sein de la communauté Lucie, on a lancé des ateliers trajectoires sur des grands enjeux, dont l'enjeu climat, évidemment, avec une trajectoire 2030 avec des objectifs ambitieux, justement, de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour les membres de la communauté Lucie. Donc, je pense qu'on aura peut-être d'ailleurs des synergies à trouver, ça on pourra en discuter. Je voulais savoir justement avec les autres acteurs du territoire sur la région des Pays de la Loire ou sur le département, qui en fait est un territoire relativement actif historiquement sur tous ces sujets, avec beaucoup de réseaux déjà préexistants. Est-ce que vous avez des liens avec, par exemple, la plateforme RSE régionale qui est assez active sur l'ensemble des sujets RSE, hein, dont le climat, et puis aussi peut-être d'autres réseaux comme Dirigeants Responsables de l'Ouest ou des acteurs de ce genre, parce que je pense que plus on est ensemble pour avancer, mieux on avance. Et voilà, est-ce qu'il y a déjà des coopérations qui sont engagées avec ce type d'acteurs? Sur des héros, clairement, hein, parce que d'abord, j'en fais partie et j'ai réuni à nouveau, mais ils se connaissaient déjà, Lionel Fournier et Samuel Tual, les deux présidents, et on a fait plusieurs réunions ensemble pour pouvoir partager, travailler ensemble, tisser des liens étroits, parce qu'on a des objectifs communs. Sur la plateforme régionale RSE, Jean-Baptiste, tu peux en parler, mais on est aussi actif. Tout cet écosystème, on se connaît tous, hein, d'une certaine manière, et c'est fondamental de travailler clairement tous ensemble, et pas de façon séparée ou isolée. Donc, Oui, idem aussi. Okay. On fait partie de l'écosystème aussi local qui effectivement est très dynamique sur la région Pays de la Loire. C'est une chance. Oui, tout à fait. Ça rejoint un peu la remarque, je crois, de Henri Louis, la crainte de ne pas aller assez vite. Et je pense que pour accélérer les choses, ça passera aussi par le collectif, la mutualisation. Et on a une région effectivement très, très dynamique sur à la fois la RSE et on rentre dans la technicité sur les questions de décarbonation. Et plus on sera nombreux à faire ensemble, plus on pourra avoir un impact, notamment aussi auprès des TPE-PME puis sur l'ensemble des territoires. Maintenant, c'est concrètement effectivement l'action, par quel format, comment on peut faire pour sensibiliser, pour former, pour accompagner. Je crois qu'il y a une intervention également, alors je ne sais pas votre nom, monsieur Louis. Oui, petit Louis, parce que j'avais pris sur mon téléphone tout à l'heure quand j'étais en voiture. Merci. Donc moi, je fais du conseil en gestion de patrimoine. J'ai 7-8 salariés sur Bordeaux et sur la région. Et on a créé une filiale dédiée à l'énergie parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait une brique dans le conseil en patrimoine énergétique. Et alors, je voulais vous partager juste une information qui intéressera les intervenants aujourd'hui. Il y a la possibilité aujourd'hui d'installer des panneaux solaires. Donc là,
Bon, c'est du CO2 importé, on est bien d'accord, hein, puisqu'ils sont fabriqués à l'extérieur et donc on importe du CO2, mais par contre, on va aller produire une énergie entre guillemets propre pendant 25 ou 30 ans et on peut les financer avec ce qu'on appelle une autoconsommation avec investisseurs tiers. C'est juste pour attirer votre attention là-dessus. Souvent, les gens, on a remarqué, ne mettent pas des panneaux chez eux et on n'est pas vendeur de panneaux, hein, donc ce n'est pas notre souci, parce qu'ils ont du mal à en trouver l'impact économique, soit dans leur patrimoine direct, hein, on est tous là, les entrepreneurs, pour aller aussi créer de la marge, soit cet avantage économique, il est noyé dans la masse avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'intérêt dans les choses. Donc, en fait, l'autoconsommation avec investisseurs tiers, ça va permettre à une entreprise d'aller dédier une structure qui va faire l'exploitation des panneaux, tout en autoconsommant. Donc, ça veut dire qu'elle va vendre en quelque sorte l'économie d'énergie à sa propre structure. Quel est le point d'impact important? Comme les chefs d'entreprise sont devenus peu à peu propriétaires de leurs bâtiments, hein, il y a 100 ans, c'était souvent l'entreprise qui construisait les bâtiments. Aujourd'hui, ce sont les chefs d'entreprise qui sont propriétaires de leurs bâtiments. Et c'est comme ça qu'ils ont fait évoluer les conditions de travail de tout le monde et aussi le patrimoine familial. Les deux sont liés pour la croissance économique. Eh bien, le même système va être possible sur les panneaux solaires. Et c'est une information importante parce que c'est souvent l'élément de déclenchement du fait de dire, bon, alors si je vais pouvoir identifier véritablement cette marge et peut-être en prendre une partie pour moi parce que ça va être un élément de motivation, c'est une vraie rupture par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et du coup, cet élément-là va vous permettre de repenser, je pense au groupe Briand, dès le départ, bien sûr, la source d'énergie, la production d'énergie dès la construction du bâtiment. Aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à aller construire un bâtiment sans qu'il ne puisse produire, par exemple, du solaire. Voilà, pour juste l'intervention que je voulais partager avec vous. Merci. Caroline, Christiane, je vous laisse peut-être la main si on voulait aborder quand même la partie un peu opérationnelle et la suite. Le temps est court et donc il nous reste vraiment quelques minutes. Caroline, si tu veux bien repartager le document, ce qu'on voulait. On va passer vite sur les facteurs clés de succès qu'on voulait rebalayer avec vous, mais je crois que Emmanuel Morizot, vous avez beaucoup parlé. Enfin, nos deux intervenants ont évoqué pas mal de choses sur qu'est-ce qui est essentiel dans le fait d'embarquer une démarche. Effectivement, la sensibilisation, le fait de ne pas rester bloqué sur des chiffres trop précis, parce qu'un bilan carbone, ça peut effectivement être quelque chose de complexe dans lequel on peut se noyer. Donc, d'aller à l'essentiel et d'être surtout dans l'action, de prendre des initiatives et de réfléchir sur un écosystème large en pensant bien évidemment pas seulement l'entreprise intrinsèque, mais ses fournisseurs, ses clients. Donc, bon, un certain nombre d'éléments clés qu'on avait listés, là, qu'on vous représente. Je pense, Caroline, tu peux les balayer très rapidement parce qu'on aura assez peu de temps. Mais on sait qu'on est sur des sujets qui sont au cœur de la stratégie et vers des business models qui peuvent vraiment être fondamentalement revisités. Tu peux passer à la slide suivante aussi. S'il te plaît, merci. Donc, prendre le temps de s'inspirer, c'est vrai que ça, c'est un point important, puisqu'on va être dans des pas de côté, hein, vous l'avez dit. Donc, Monsieur Morizot parle d'innovation et de lier l'innovation à l'enjeu climat. C'est un vrai beau sujet parce que ce pas de côté, il va falloir le faire. Et l'inspiration, ça peut être d'aller voir à droite, à gauche, aller voir des entreprises qui ont déjà fait des choses pour ouvrir l'univers des possibles. Raisonner écosystème, donc vraiment de manière très large, et puis donc être dans cette logique peut-être de co-innovation, c'est-à-dire que de ne plus travailler tout seul, mais d'intégrer y compris les clients et les fournisseurs pour réfléchir ensemble, parce que c'est bien la logique filière qui va faire qu'on arrive à trouver des solutions vertueuses. Voilà. Et puis, bien évidemment, d'avoir néanmoins des indicateurs, même si les chiffres ne font pas tout, le fait de pouvoir mesurer les choses et d'être dans quelque chose qui s'inscrit dans la durée, c'est vraiment essentiel. Voilà. Et le dernier je complète, comme vient de le dire Emmanuel Morizot aussi, sur le fait d'intégrer aussi par rapport à la décision client l'indicateur CO2 dans le chiffrage global du projet. C'est intéressant, c'est de l'avoir dans le viseur. Ouais. De nouveaux indicateurs. Donc, ce qu'on avait envie d'échanger plutôt, tu peux passer, je pense, Caroline, sur ces points-là. Je crois qu'il nous reste quelques minutes, mais de pouvoir réfléchir ensemble ou de vous faire interagir sur
comment aller plus loin, comment massifier. Enfin, vous l'avez compris, nous, au sein de Mission Change, on a cette ambition, comme vous, d'accélérer et d'embarquer le plus grand nombre d'entreprises et de mettre du mouvement au plus vite. Le temps est court. Donc, nous, il nous semble que de réfléchir en mode filière, branche ou fédération, c'est vraiment pertinent parce qu'on est sur des leviers de décarbonation qui vont être similaires au sein d'une même filière, qu'on peut y trouver des économies d'échelle, puisqu'on peut, quand on réfléchit à plusieurs d'une même filière, d'une même branche, avoir même des logiques de mutualisation sur des approvisionnements ou d'aller chercher des financements de manière beaucoup plus puissante. C'est en lien avec le pouvoir de mobilisation qu'on peut avoir quand on interagit au nom d'une branche ou d'une fédération auprès des pouvoirs publics en particulier, là où une entreprise toute seule, elle sera forcément plus en difficulté ou pèsera moins face au pouvoir public. Une approche filière branche peut enclencher des sujets d'innovation, de rupture qui peut être vraiment embarqués par des logiques collectives, des pôles de compétitivité, par exemple. Et puis, bien évidemment, c'est prendre à bras-le-corps le sujet qui peut avoir, on le sait bien, des risques sur l'emploi et puis des bouleversements sur les compétences attendues parce que on le sait, les métiers qui sont fortement dépendants ou qui sont très, très impactés par le sujet du carbone peuvent être demain en danger. On l'a vu, la réglementation durcit, les exigences de l'Europe augmentent et que ce soit pour eux-mêmes ou par le biais de leurs propres clients, les changements seront amenés. Donc, les entreprises ont à se mettre en mouvement. Donc, le sujet de l'emploi et des compétences est aussi au cœur du sujet de la réduction de l'impact carbone. Donc, voilà, nous, on a cette envie de développer ces logiques filières. Caroline, il y a aussi cette dimension territoriale qui est oui, importante. Sachant que l'une est sans doute liée aussi aux autres. On n'est pas hors sol, donc on est aussi lié à son territoire. Et c'est vrai qu'on a commencé effectivement à avoir des approches aussi avec des territoires assez engagés sur les sujets de transition écologique qui ont envie aussi de mobiliser les entreprises sur leur bassin en fait, d'emploi, etc. Parce que parfois, il existe souvent des complémentarités à l'échelle d'un territoire ou des activités qui sont assez similaires. Je pense notamment à un territoire là, en Vendée qui travaille sur la filière notamment textile. Et c'est assez intéressant les synergies qu'ils peuvent trouver ensemble plutôt que d'aller chercher parfois à l'autre bout du monde des matières premières ou des confections. Il y a des innovations qui sont en train de se mettre en place à l'échelle d'un territoire. Et je peux vous donner un exemple qui est assez symbolique puisque vous connaissez, mais par exemple, le Puy du Fou, puisque ça se passe en Vendée, aujourd'hui ne va plus chercher ses costumes ou faire fabriquer ses costumes très loin. Il trouve sur place finalement toutes les matières de cuir, de tissu, qui sont des chutes de production en fait, des usines qui sont à proximité. Ils n'avaient pas, avant de parler entre eux, ils n'avaient pas eu cette idée en fait finalement de se mettre autour de la table pour trouver des solutions. Donc ces logiques-là peuvent être intelligentes et du coup aussi avec cette idée de construire des projets mixtes privé-public, parce que comme on vous l'a montré tout à l'heure, finalement c'est le plus gros effort, le plus gros impact, c'est dans les choix qui pourront être faits par les politiques publiques et en même temps par les acteurs économiques. Et finalement, les uns ne peuvent pas complètement se passer des autres. Typiquement sur les sujets de mobilité, la question par exemple des infrastructures, elle est dans les mains des pouvoirs publics. Et donc si elle n'existe pas, les acteurs privés ne pourront pas non plus tout faire. Idem sur les investissements en matière énergétique, etc. Voilà, et puis on en a reparlé aussi. On est sur des territoires, par exemple, là, sur le Pays de la Loire, on a quand même des activités autour de l'aéronautique, des chantiers navals, on a un port, par exemple, qui est encore fortement lié aux énergies fossiles. Et bien, évidemment, ça pose question, effectivement, sur les emplois de demain. Donc, c'est vrai que, du coup, se mettre autour de la table pour travailler ensemble en tant qu'acteurs économiques, pour trouver des solutions, trouver des idées ou des reconversions ou des diversifications nécessaires, parce qu'il va falloir aussi oser regarder
en face ces sujets-là et se dire qu'il y a des activités qu'on va devoir abandonner. Je vous mentionnais tout à l'heure l'AIE qui a pris des décisions très, très fortes sur la recherche, sur la fin de la recherche sur les énergies fossiles. Donc, évidemment, ça va avoir des conséquences aussi sur les activités des acteurs économiques et les emplois qui vont avec. Donc, voilà. Donc, nous, c'est notre… Caroline, je crois qu'Henri-Louis lève la main et je pense que ça peut être en lien avec ce que tu viens de dire, c'est possible. Okay. Et après, on devra faire court parce que je vois qu'on a dépassé l'heure et les gens vont commencer à se déconnecter. D'accord. OK, ça marche. Henri, si tu veux intervenir sur le sujet emploi compétences. Oui, c'est ça, très rapidement pour indiquer que donc moi, je travaille à la Direct. Enfin, maintenant, ça s'appelle la DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Hein, voilà, ce logo-là est périmé, mais… Désolé, Henri. Peu importe. Et donc, pour dire qu'en effet, on est très attentif sur ces sujets, sur les impacts emploi-compétences de la transition écologique et de la transition numérique. C'est vraiment les deux transitions sur lesquelles on nous demande de travailler dans le cadre de la stratégie régionale emploi-formation, orientation professionnelle, et que donc on a des financements pour aider des branches professionnelles, des collectifs d'entreprises, pour faciliter un petit peu la mise en œuvre des démarches. Donc, j'ai pas mal déjà échangé avec Caroline et comment… Christiane. Voilà, excusez-moi. Pour essayer d'aider justement à comprendre un peu le système et pour pouvoir lancer des choses. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est bien les branches professionnelles ou les groupements d'entreprises qui pourront porter des projets auprès de la Direct et du Conseil régional pour pouvoir avoir des financements qui faciliteront quand même les choses. Voilà. Je souhaitais le dire. Bon, par ailleurs, je suis aussi, j'ai intervenu dans le chat, président d'une association pour la transition énergétique qui s'appelle Colis Bleu. Mais ça, c'est pour mes week-ends. C'est un peu frustrant parce que le distanciel fait qu'on n'échange pas forcément de la même façon. Il y a eu beaucoup d'informations, c'était riche. Je pense qu'on pourra peut-être récupérer aussi les informations dans le chat parce qu'il y a eu beaucoup de liens indiqués. On vous enverra également les contenus des grands témoins pour l'UNICEM et le groupe Brillant. On a dépassé l'heure. Je voulais, Caroline et Christiane, peut-être laisser la main s'il est toujours connecté à Jean-Paul Chaperon. Et ce que je vous propose, c'est quand même qu'on aille sur un mot de conclusion en sachant qu'on va continuer sur ces questions-là à animer des ateliers, j'espère, en présentiel. Et on voit bien qu'il y a beaucoup à décortiquer, tirer les ficelles, et notamment sur les actions territoriales, la mutualisation et aussi embarquer les TPE-PME qui font beaucoup, mais il faut officialiser, jouer collectif pour enclencher maintenant. Il est 10h07. Si Jean-Paul, tu es connecté, et peut-être un petit mot pour conclure. Écoutez, merci à tous, merci à Mission Change, à Caroline et toute l'équipe pour la qualité également de cette présentation. Moi, si je dois donner un seul mot pour dire pourquoi il ne faut pas transiger, il faut y aller, il faut accélérer, c'est penser à nos jeunes. Si on ne travaille pas maintenant, on condamne nos jeunes en 2050 qui seront à notre place et qui ne sauront plus quoi faire. Donc rien que ça, déjà, c'est une motivation suprême pour dire on doit agir maintenant. Après, il y a plein de… Voilà, mais retenez, enfin, vous le savez bien, hein, en 2050, ce sera trop tard, on les condamne si on ne fait rien. Donc, merci pour cette belle dynamique qu'on a en région. Beaucoup sont déjà très, très avancés, très motivés, très impliqués. Donc, faites-le savoir autour de vous, j'ai envie de dire, parce qu'on doit embarquer beaucoup de PME, beaucoup de TPE. On doit les motiver, les accompagner. C'est le rôle de Mission Change. Et ça se passe par… Ça peut être viral, hein, ce qu'on fait là. Ça doit être viral. Merci. Un grand merci à vous. Bon, là, je crois qu'on a 50% des gens qui sont partis, c'est normal. En tout cas, on continue, on vous proposera, on va faire le point avec Mission Change pour vous envoyer toutes les informations. Et nous, au titre de la commission RSE MEDEF-Pays-de-la-Loire, on va dérouler pour voir un petit peu comment décortiquer tout ça et proposer un certain nombre d'actions, d'animations, d'expertise. Et puis, la question des branches professionnelles, je pense que ce serait intéressant d'avoir cette démarche aussi par filière, peut-être dans un premier temps de réunir les fédérations professionnelles et d'avoir un dialogue pour engager et aussi ensuite embarquer les entreprises dans les territoires et en lien avec les MEDEF territoriaux.
Merci à toutes et à tous. On se quitte là, si ça va pour vous, parce qu'on a dépassé l'heure. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci pour vos témoignages. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.